Salut les gens, comment allez-vous? Maintenant j'y pense, faudrait vraiment que je trouve un autre type de phrase introductive. C'est pas comme si quelqu'un d'entre vous allait me répondre, si? Je vous promets que si on m'avait dit un jour qu'au moment où je me lançais sur cette chaîne, j'allais me retrouver à parler de ce genre de sujet, j'aurais dit, mec, je crois que t'as fumé un peu trop de weed avec Obalade et Wiz Khalifa sous la haute supervision de Snoop Dogg. Mais force est de constater que je me retrouve plus à parler d'histoire que de parler d'informatique. Mais bref, aujourd'hui on va se plonger dans l'histoire de petites anecdotes totalement inutiles. Bah c'est pas en les connaissant que ça va changer grand chose à votre vie, mais c'est quand même bien utile de les connaître. Ça, c'est le Burkina Faso, dit pays des hommes intègres et de Thomas Sankara. Est-ce que je t'ai déjà demandé d'où venait le nom Burkina Faso? Je suppose que non. Et c'est pour ça que ton serviteur est là pour se poser les questions que toi, viewer, tu ne te poses pas. À l'origine, le territoire forcément ne s'appelait pas Burkina Faso, il avait genre pas de nom du tout, mis à part le nom des populations qui y vivaient. Nos amis les Portugais sont arrivés et se sont dit ce territoire a 3 fleuves. Ces 3 fleuves font des tours sur eux-mêmes, comme des boucles. Alors on va l'appeler Volta. Alors il faut savoir que Volta c'est un nom c'est un mot en portugais qui signifie retour. Donc les Portugais sont arrivés, ils ont vu 3 fleuves qui font des tours sur eux-mêmes, ils se sont dit bon allez, le territoire va s'appeler Volta. Franchement les Portugais ils ont du sang sur les mains parce qu'ils ont donné une quantité de ces noms bizarres à des territoires africains, vous avez même pas idée. Le pire c'est que nos chères futures populations burkinabèses sont pour vous nos surprises parce que même les Français qui ont suivi par la suite n'auront pas su quoi faire avec le territoire et auront fait des véritables parties de Nice avec le territoire. Si vous ne croyez pas, voici un bref résumé de quelques dates intéressantes à propos de l'histoire de la Haute-Volta à l'époque. Alors, en 1896, le lopin de terre qui était la Volta est rattaché à l'Empire de France. Je ne sais pas si c'était encore un empire à ce moment-là, donc pour simplifier, on va dire la France. 1919, cette Volta sera rattachée à l'AOF et sera connue sous le nom de Haute-Volta. Voilà, les Portugais ont mis Volta, les Français ils ont mis Haute parce que c'est sur les plateaux. Faut pas chercher très loin. 1932, les Français décident tout simplement de supprimer le territoire, c'est-à-dire le partager entre le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. 1947, ils se sont rendus compte que ce serait peut-être une erreur de séparer des populations de manière aussi arbitraire entre les pays et décident d'écouter les réclamations des différentes populations locales et de réintégrer ou du moins reformer le territoire de la Haute-Volta. Grosso modo, vous avez l'idée. Bien sûr, en 1958, la Haute-Volta devient autonome et indépendant le 5 août 1960 avec comme président Maurice Yaméogo. Et ce fut le début d'une longue période de paix, de développement et de prospérité pour la Haute-Volta. Non, je déconne. C'était pourri jusqu'à la moelle. Le peuple a fini par gronder. Tout cela à cause des mauvaises gestions, ce qui aura mené à une longue période de coups d'état, de tensions politiques, d'assassinats ciblés, jusqu'à l'an de grâce 1983 où un énième coup d'état aura été perpétré. Mais ce coup d'état n'aura pas été perpétré par n'importe qui. Il aurait été fait par l'illustre, le cultissimement culte Thomas Sankara. Non mais franchement, avec ce genre de moustache, comment tu veux ne pas être charismatique? Regardez, non mais sérieusement, regardez cette moustache. Bref, il a su mener une période de paix relative, de développement et surtout décider de changer le nom Haute-Volta en Burkina Faso. Burkina qui signifie homme intègre en moré et Faso qui signifie patrie ou maison en diola, d'où le nom pays des hommes intègres. Vraiment les Congolais, chaque fois que je me penche un peu sur votre histoire, je ne me dis qu'une seule chose, vous avez trop souffert. Et je me demande si ce n'est pas de cette souffrance qui vous a poussé à vous réfugier dans un style vestimentaire aussi particulier. Non, sérieusement, un jour il faudra peut-être qu'on se penche sur votre style vestimentaire. Parce que la qualité d'inspiration là, je pense que c'est Dieu qui vous a donné. Avec la rumba congolaise aussi. Plus sérieusement, je trouve ça délirant la différence entre tout ce qui aurait pu être le Congo et ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez, on parle souvent de massacres, de génocides et j'en passe. Mais du point de vue purement numérique, on parle souvent des génocides des Juifs. Mais d'un point de vue purement numérique, on aime souvent parler du massacre ou du moins des génocides faits sur les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. 6 millions de morts. Les Arméniens, 1,3 million de morts. Le génocide rwandais, 800 000 morts. Celui de Cambodge, 1,7 à 2 millions de morts. Et j'en passe. Staline qui est vraiment pour ou du moins pour rester poli, un gros enfoiré a prononcé une phrase très juste
et qui est tellement percutante. Sa ligne dit: La mort d'un homme est une tragédie. La mort d'un million d'hommes est une statistique. Je pense réellement que c'est vraiment représentative de la sous-représentation de la tragédie, ou du moins de la catastrophe qu'a subi le Congo. Le génocide qui aura été perpétré sur l'actuel peuple congolais aura été de 10 millions. 10 millions, c'est la population qui représentait 50% de la population globale. 10 millions, c'était 50% de la population globale du peuple congolais à l'époque. Et même pour l'époque, je vais essayer de vous représenter ce que représentent 10 millions de personnes. Tuer 10 millions de personnes, c'est comme si on tue 3 fois l'intégralité des habitants de Yaoundé. 2 fois la population d'Abidjan. C'est plus que des villes tout entières comme Chicago, Houston, Montréal, Rome. Et malgré tout cela, le Congo a réussi aujourd'hui à avoir une population de 105 millions d'habitants, ce qui le classe au 4e rang des populations avec la plus grande démographie en Afrique. Ouais, on peut dire que les pères congolais là, ça ken fort. Mais si vous voulez mon avis, on y ajoutera à cela le fait que le Congo subit des agressions constantes de la part de ses voisins rwandais, qu'il subit également une guerre indirecte avec les superpuissances mondiales pour s'accaparer de ses richesses dont regorgent ses sous-sols. Et malgré tout cela, il aura réussi à être la 8e puissance économique en Afrique. Malgré également aussi la gestion, disons, particulière des dirigeants. La seule chose que je peux dire, c'est bravo, le Congo est un peuple réellement fort. De la même manière que la RDC m'inspire un certain respect de par son histoire, j'ai un sentiment un peu plus mitigé envers l'Éthiopie, ou disons envers une partie du peuple éthiopien. Figurez-vous que pour cette partie du peuple éthiopien, l'Éthiopie ne fait pas partie de l'Afrique. Voilà, on peut désormais inscrire les Éthiopiens au panthéon des pays très sélects qui estiment ne pas faire partie de l'Afrique. Bien sûr, vous vous doutez bien que de ne pas faire partie de l'Afrique, c'est pas une question de géographie, c'est plus une question idéologique. Mais vraiment, je peux pas. Moi, je suis un mec logique parce que ici c'est l'Afrique, ici c'est l'Afrique, ici c'est l'Afrique, ici c'est l'Afrique aussi. Mais là, non, évidemment non, c'est pas l'Afrique, c'est l'Éthiopie. Ils ont un melon, vous pouvez pas savoir. Bon, effectivement, c'est assez facile de comprendre d'où vient ce sentiment de pays à part. Déjà, factuellement, l'Éthiopie est l'un des pays qui peut se vanter de n'avoir jamais été colonisé. Comme moi. Oui, Libéria, comme toi. Comme moi aussi. Non, toi tu as été colonisé. Mais le traité Germano-Douala disait qu'on était un protectorat. Non, écoute, je vais te mettre face à une situation très simple, Cameroun. Tu peux draguer une meuf. Tu vois, elle est fraîche, elle a des attributs très intéressants. Et avant de conclure, elle te demande: est-ce que tu es avec moi pour ma personnalité? Et toi, tu réponds: Mais bien sûr, je suis avec toi pour ta personnalité, ta bonne grosse personnalité et ton intellect. Bref, ceci étant dit, on peut revenir à notre sujet. Le sentiment d'unicité vient donc, comme je l'ai dit précédemment, d'une fierté énorme de ne pas avoir été colonisé. Je pourrais par exemple mentionner la bataille d'Adwa en 1896 où l'Éthiopie est ressortie victorieuse face aux Italiens. Ce qui est réellement une prouesse parce que une guerre directe, frontale avec le peuple italien. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo plus poussée sur les circonstances de la victoire éthiopienne. Mais les faits sont là, l'Éthiopie a gagné et a repoussé l'envahisseur italien. Je pourrais également vous parler du royaume d'Aksum qui a sévi entre le 1er et le 7e siècle, qui fut d'ailleurs l'un des plus puissants empires de l'Antiquité. Et ces traditions royales ont été perpétuées jusqu'en 1974 avec l'empereur Haile Selassie. S'il vous plaît, excusez-moi si est-ce que j'ai écorché son prénom. Il ne serait pas aussi utile de mentionner que l'Éthiopie est un des premiers pays chrétiens du monde et cela remonte au 4e siècle. Je pourrais aussi vous parler de leur langue, leur écriture, etc., etc. Bref, le territoire éthiopien, ou du moins l'Éthiopie, est un véritable modèle en ce qui concerne le développement et l'histoire. Par contre, pour tous ceux qui veulent nous dire que l'Éthiopie n'est pas en Afrique, vraiment, vous voyez toutes vos frontières là, non? Vous dynamitez, vous partez quelque part là dans l'océan, je sais pas si c'est la mer qui vous sépare avec l'Asie. Voilà, vous faites votre petit île. Et d'ailleurs, même avec le melon intersidéral que les Éthiopiens ont, sûrement qu'ils voudront s'appeler le continent éthiopien. Et en parlant de continent, on finit en beauté par le continent. Il est où? Ne prononce même plus mon nom, je ne veux même plus. Mais enfin, je t'ai gardé pour la fin parce que c'est toi le meilleur, tu es spécial pour moi. On va faire un truc. Je te fais 5 anecdotes qui sont pas très flatteuses sur toi et je te ferai 5 autres anecdotes très flatteuses sur toi. Comme ça, ça fait l'équilibre. Non, tu vas encore essayer de te moquer de moi. Mais non, tu es le seul pays
avec qui j'ai fait une série de 3 vidéos qui sont plutôt intéressantes que je vous invite à aller voir d'ailleurs. C'est le seul pays que j'ai regardé profondément l'histoire. Alors, le Cameroun. Déjà, de facto, le Cameroun est dans le même cas que le Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il a son nom tiré d'un explorateur portugais. Sauf que lui, il n'a pas pris un fleuve, lui, il a pris le contenu du fleuve, qui est un plat totalement délicieux qui s'appelle les crevettes. Donc, j'avais déjà sorti l'anecdote dans une des vidéos précédentes, Rio dos Camaroes. Bref, passons sur ça. Et comme le Cameroun est un pays super intelligent, c'est dit que Faudrait bien garder ce nom crevette, vous voyez, ça nous rassemble très bien. Parce que comme vous voyez, ce peuple de braves citoyens, vous pensez aux crevettes. On commence. Point numéro 1. Paul Biya est le chef d'État en exercice le plus ancien du monde. Ça fait 42 ans aujourd'hui qu'il est à la tête du Cameroun. S'il vous plaît, allez voter. Allez voter. Pitié. Pitié, allez voter. Et on peut donc dire dans ce sens que le Cameroun est encore dans sa deuxième république. En passant, quand je dis l'un des plus vieux, c'est littéral. Il est classé deuxième, derrière le roi de Thaïlande. Deuxième anecdote, le Cameroun possède l'une des connexions internet les plus lentes et les plus chères en Afrique. Cela affecte forcément son économie numérique. Numéro 3. Les villes comme Yaoundé ou Douala, qui comptent des millions d'habitants, n'ont aucun mode de transport moderne et on se repose énormément sur les motomanes. Vraiment, les motomanes, ce sont nos héros du quotidien. Si un de mes viewers est un motoman, franchement, et un mototaximan au Cameroun en particulier, cœur sur toi, vous ne recevez pas assez de force. Au-delà du fait que le transport dans les villes est compliqué, le transport interurbain est encore plus compliqué. Le Cameroun en soi n'est pas un pays extrêmement vaste, mais quand tu dois faire des entre guillemets des routes interurbaines à moins de 60 km à l'heure pour essayer de rester en vie, là c'est compliqué. Alors certains têtes brûlées me diront oui mais qu'est-ce qui t'empêche de rouler au-delà? C'est pas comme si quelqu'un va te flasher pour excès de vitesse là-bas. Ok, roule alors plus vite, roule plus vite là-bas gars. Je vois que tu veux retrouver ton créateur. Numéro 4, énergie et délestage. J'ai eu l'occasion de voyager un peu en Occident et je trouve ça très drôle que à la moindre coupure d'électricité non avertie, c'est-à-dire que la compagnie n'a pas prévenu en avance qu'il y aurait une coupure d'électricité, de voir comment tous ces gens y paniquent. Est-ce qu'ils savent même que la coupure d'électricité c'est un peu comme une seconde nature pour nous les Camerounais? Vous voyez, c'est un peu comme si on attend notre retour, on attend le retour de notre chéri du travail. C'est un rendez-vous quotidien. C'est limite si tu attends pas avec une bouteille de matango et des arachides comme une femme qui attend le retour de son mari du travail. Ah, t'es de retour, chérie. Oui, je suis là, bébé. Le Cameroun est l'un des pays les plus lettrés en Afrique. Cependant, il est également l'un des pays les plus chômeurs et galériens. Il a aussi un taux de chômeurs et de galériens tout aussi élevé. Maintenant, ce point du Cameroun est un pays extrêmement lettré me permettra d'embrayer sur les anecdotes disons assez positives sur ce pays. Point positif numéro 1. Malgré les problèmes internes, le Cameroun produit beaucoup d'intellectuels. C'est le cas de le dire. Et surtout de professionnels reconnus dans le monde. Que ce soit des médecins, ingénieurs, chercheurs, professeurs et surtout des footballeurs. Le pays est réputé pour son système éducatif rigoureux, notamment ses lycées classiques et ses lycées scientifiques. Anecdote numéro 2. Au niveau culturel, le Cameroun n'est vraiment pas négligé. Que ce soit les musiques Makossa, Bikutsi, qui ont marqué l'Afrique centrale. Des artistes qui ont fait leur renommée internationale comme Kibango, Petit Pays, Charlotte Djipanda, Stanley Eno, Ténor. On peut aussi noter une présence forte dans le cinéma et la comédie. Franchement, il y a tellement de comédiens camerounais, de talent. Mais je vais prendre comme exemple ici le cas de Ulrich Tak. Et au niveau de la littérature, il y en a aussi tellement. Que ce soit Mongo Betty, que ce soit Ferdinand Oyono, que ce soit Were Liking. Même niveau littérature, le Cameroun est au top. Une jeunesse massive. Plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Ce qui implique un potentiel énorme en matière d'innovation et de création d'entreprises. Ce qui implique une forte présence des Camerounais dans les startups tech, diaspora, cinéma et contenus digitaux. Et on va finir par un dernier point. C'est un pays stable dans une région très instable. Malgré les tensions internes, le Cameroun a évité les guerres civiles majeures depuis l'indépendance. Le pays peut être considéré comme un pivot sécuritaire en Afrique centrale et de l'Ouest. Voilà, j'ai fini de lire ChatGPT. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et je sais pas, si jamais vous avez envie que je parle d'un autre pays, je vous invite à le faire en commentaire et je me ferai un plaisir de le faire. Je tape un peu sur le Cameroun parce que c'est mon pays, j'ai le droit. Mais pour les autres, peut-être que vous aurez envie que je parle d'autres pays parce que honnêtement, il y aura aussi quelques petites pépites à dire. Sur ce, je vous laisse là et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut!